Loi 44. Singer l'ennemi. Principe. Un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste. Lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet de miroir les humilie, les exaspère et les fait sortir de leur gond. En tendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du singe. L'effet de miroir, typologie préliminaire. Le miroir a le pouvoir de nous perturber. Lorsqu'on contemple son reflet dans la glace, on ne voit souvent que ce que l'on veut voir, l'image de soi que l'on préfère. On ne se regarde jamais de trop près, pour gommer rides et points noirs. Mais si l'on examine plus attentivement cette image, on a le sentiment de se voir comme les autres nous voient, comme une personne parmi tant d'autres, un objet plus qu'un sujet. Ce sentiment fait frémir. On s'observe, mais de l'extérieur, sans les pensées, l'esprit et l'âme qui constituent la conscience. On est un objet. Quand on singe les autres, l'effet de miroir recrée symboliquement ce pouvoir troublant. Imiter leurs actions, imiter leurs mouvements les met mal à l'aise, voire en rage. Ils se sentent moqués, clonés, chosifiés, devenus une réplique sans âme, ce qui les met hors d'eux. Si vous faites la même chose qu'eux, mais de façon légèrement différente, cela les désarme. Vous reflétez à la perfection leurs souhaits et leurs désirs. C'est le pouvoir narcissique du miroir. Dans les deux cas, l'effet de miroir déstabilise votre cible. Soit elle entre dans une rage folle, soit elle est fascinée. Dès cet instant, vous avez le pouvoir de la manipuler ou de la séduire. L'effet de miroir est doté d'un grand pouvoir parce qu'il agit sur les émotions primaires. Voici les 4 principaux effets de miroir dans le domaine du pouvoir. L'effet neutralisant. Dans la mythologie de la Grèce ancienne, la gorgone Méduse avait une chevelure de serpent, une langue proéminente, des dents énormes et un visage si monstrueux que quiconque le regardait était immédiatement changé en pierre. Mais le héros Persée réussit à vaincre la gorgone en polissant son bouclier de bronze pour en faire un miroir. Il se servit du reflet pour le guider jusqu'à elle. Il put ainsi l'approcher à pas de loup et lui trancher la tête sans jamais la regarder dans les yeux. Et si le bouclier s'était fait miroir, le miroir était aussi bouclier. Méduse ne pouvait apercevoir Persée, elle ne voyait que son propre reflet, et c'est caché derrière cet écran que le héros put l'anéantir. C'est là l'essence de l'effet neutralisant. Faites ce que font vos ennemis, collez à leurs actions du mieux que vous pouvez. Aveuglés par votre miroir, ils ne pourront voir où vous voulez en venir. Leur stratégie avec vous dépend de votre propre façon de réagir. Leur stratégie est donc annulée puisque vous les imitez. Cette tactique a un effet humiliant, ce qui peut les mettre en furie. La plupart d'entre nous ont connu cette expérience enfantine d'un copain qui se moque en répétant exactement ce que l'on dit. On a très vite envie de lui envoyer son poing dans la figure. L'équivalent adulte est plus subtil, mais tout aussi déstabilisant. En cachant votre propre stratégie derrière un miroir, vous tendez des pièges invisibles ou vous jetez vos adversaires dans le piège qu'ils vous destinaient. Cette technique très efficace a été utilisée en stratégie militaire depuis l'époque de Sun Tzu. Aujourd'hui encore, on peut l'observer lors de campagnes politiques. Elle est aussi très utile lorsqu'il s'agit de masquer une situation où vous n'avez pas de stratégie particulière. C'est le miroir du guerrier. La version inversée de l'effet neutralisant est la tactique de l'ombre. Vous suivez chacun des mouvements de votre adversaire sans qu'il vous voie. Servez-vous de cette tactique pour réunir des informations qui, lorsque vous serez en mesure de contrecarrer ces actions,
vous serviront à neutraliser sa stratégie. La tactique de l'ombre est très efficace parce qu'en suivant les mouvements de l'autre, vous en apprenez long sur ses habitudes et sa routine. C'est l'outil principal des détectives et des espions. L'effet Narcisse. Fasciné par son reflet dans les eaux d'un étang, le jeune grec Narcisse finit par en tomber amoureux. Lorsqu'il découvrit que cette image était son propre reflet et qu'il ne pouvait donc consommer cet amour, il sombra dans le désespoir et se noya. Nous avons tous un peu le même problème. Nous nous aimons profondément, mais comme cet amour ne peut s'exprimer sur un objet extérieur à nous-mêmes, il reste insatisfait, non réalisé. L'effet Narcisse se sert de ce narcissisme universel. Sondez l'âme des personnes qui vous entourent. Embrassez leurs désirs les plus intimes, leurs valeurs, leurs goûts, leur esprit, et faites-vous-en le miroir. Votre capacité à refléter leur psychisme vous donnera un grand pouvoir sur eux. Leurs sentiments pour vous se teinteront même peut-être d'amour. Il s'agit ici de la capacité à imiter quelqu'un non pas physiquement mais psychologiquement. Son pouvoir immense vient de ce que vous jouez sur son nombrilisme infantile latent. En général, les gens nous bombardent de leurs expériences, de leurs goûts. Ils ne font qu'exceptionnellement l'effort de voir les choses à travers notre regard. C'est agaçant, mais c'est aussi une occasion à saisir. Si vous parvenez à montrer à l'autre que vous le comprenez en reflétant ses sentiments les plus profonds, il sera désarmé, fasciné, d'autant que cela n'arrive que très rarement. Personne ne résiste au plaisir de trouver dans le monde extérieur un reflet harmonieux de soi, que ce soit à son détriment ou à son profit. L'effet Narcisse fonctionne à merveille dans la vie mondaine et en affaires. C'est en même temps le miroir du séducteur et celui du courtisan. L'effet moralisant. Le pouvoir des arguments verbaux est extrêmement limité. On arrive bien souvent à l'opposé de ce que l'on cherche. D'ordinaire, la vérité se voit, mais c'est un extraordinaire de l'entendre, fait remarquer Gracian. L'effet moralisant est le moyen parfait d'illustrer vos idées par l'action. Assez simplement, vous donnez une leçon aux autres en leur faisant avaler leur propre pilule. Dans l'effet moralisant, vous renvoyez en effet aux autres leur propre comportement en prenant soin de leur faire comprendre qu'ils subissent là exactement ce qu'ils vous font subir. Vous leur faites ainsi ressentir ce qu'il y a de désagréable. C'est beaucoup plus efficace que de geindre, ce qui ne ferait que les mettre sur la défensive. Ils réalisent alors profondément à quel point ils ont blessé ou troublé leur entourage par leur attitude asociale. Vous objectivez les traits de caractère dont vous souhaitez qu'ils aient honte en reflétant leur sottise, ce qui leur en apprend long sur leur propre personnalité. Cette technique est souvent utilisée par les éducateurs, les psychologues et ceux qui généralement ont affaire à des comportements désagréables et désinvoltes. C'est le miroir du professeur. Que l'attitude de l'autre donne ou non matière à redire, il est souvent à votre avantage de leur renvoyer un reflet qui les fasse culpabiliser. L'effet hallucinatoire. Les miroirs sont terriblement trompeurs car ils vous font croire que vous voyez la réalité. Pourtant, vous ne regardez qu'un morceau de verre qui, comme chacun sait, ne peut reproduire le monde tel qu'il est exactement. Tout y est inversé. Lorsque Alice, l'héroïne de Lewis Carroll, passe à travers le miroir, elle entre dans un monde à l'envers, et ce d'une façon plus que visuelle. L'effet hallucinatoire est obtenu en créant une copie parfaite d'un objet, d'un lieu ou d'une personne. Cette copie est une sorte de leurre. Les gens la prennent pour la réalité parce qu'elle en a toutes les apparences. C'est la technique favorite des escrocs. Elle trouve aussi toutes sortes d'applications dans les domaines exigeant un certain camouflage. C'est le miroir de l'imposteur. Respect de l'effet de miroir. Effet de miroir, exemple 1. En février 1815, Napoléon s'évada de l'île d'Elbe où l'avaient envoyé en exil les forces alliées de toute l'Europe.
Son retour à Paris fut une marche triomphale qui souleva la France entière. Il rallia des troupes dans toutes les classes sociales et détrôna son successeur, le roi Louis XVIII. Pourtant, en mars, s'étant rétabli au pouvoir, Napoléon fut obligé de constater que la situation avait tragiquement changé. La France était dévastée. Il n'avait plus guère d'alliés parmi les autres nations d'Europe, et ses ministres les plus importants et les plus loyaux avaient déserté son parti ou quitté le pays. Seul demeurait un homme de l'Ancien Régime, Joseph Fouché, son ancien ministre de la police. Napoléon avait toujours délégué à Fouché le sale travail, sans jamais réussir à le percer à jour. Le corps d'espions qu'il avait constitué pour garder à l'œil tous ses ministres ne trouvait jamais rien à dire sur Fouché. S'il était soupçonné de quelque erreur, le ministre ne se mettait jamais en colère, ne prenait jamais la mouche. Il filait doux, hochait la tête, souriait et changeait de couleur comme un caméléon. Au début, c'était agréable, charmant. Mais au bout d'un moment, Napoléon se sentit frustré, incapable qu'il était de cerner cet homme insaisissable. Il renvoya peu à peu tous ses plus importants ministres, y compris Talleyrand, mais il ne put jamais toucher à Fouché. Ainsi, quand il reprit le pouvoir en 1815 et qu'il eut besoin de soutien, il n'eut d'autre choix que de rappeler Fouché comme ministre de la police. Après quelques semaines, les espions de Napoléon lui rapportèrent que Fouché semblait être en contact secret avec des ministres de pays étrangers, notamment l'Autrichien Metternich. Craignant que ses plus proches ministres ne le trahissent, Napoléon devait absolument découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il ne pouvait interroger Fouché directement. Cet homme était plus fuyant qu'une anguille. Il avait besoin de preuves irréfutables. L'occasion sembla lui être donnée en avril, lorsque la police privée de l'empereur captura un Viennois venu à Paris pour livrer des informations à Fouché. Napoléon le fit amener et menaça de le fusiller séance tenante s'il n'avouait pas. L'homme céda et confessa qu'il avait donné à Fouché une lettre de Metternich, écrite à l'encre sympathique, pour arranger une rencontre secrète avec des agents spéciaux, à Bâle. Napoléon ordonna à l'un de ses propres agents d'infiltrer cette rencontre. Si Fouché prévoyait réellement de le trahir, il serait pris la main dans le sac et pendu. Napoléon attendit avec impatience le retour de son agent. À son grand étonnement, l'agent arriva avec plusieurs jours de retard, déclarant qu'il n'avait rien entendu qui suppose une quelconque implication de Fouché dans un complot. En fait, il semblait même que les autres agents présents soupçonnaient Fouché de les doubler eux, comme s'ils avaient travaillé pour Napoléon depuis le début. L'empereur n'y crut pas un instant. Fouché s'était une fois de plus montré plus malin que lui. Le matin suivant, Fouché vint voir Napoléon. « À propos, sire, dit-il, je ne vous avais pas dit que j'ai reçu une lettre de Metternich il y a quelques jours. J'avais l'esprit occupé par d'autres priorités. D'ailleurs, son émissaire avait omis de me remettre la poudre qui rend lisible l'encre sympathique. Et voici finalement la lettre. » Certain que Fouché se jouait de lui, Napoléon explosa. « Vous êtes un traître, Fouché. Je devrais vous faire pendre. » L'empereur eut beau sermonner son ministre, il ne pouvait le renvoyer sans preuve. Fouché prit l'air ahuri. Intérieurement, il s'amusait bien. Depuis le début, il jouait au jeu du miroir. Interprétation. Fouché savait qu'une épée de Damoclès était suspendue au-dessus de la tête de tous les ministres de l'empereur, qu'il les faisait espionner jour et nuit. Fouché passa à travers les mailles du filet en embauchant ses propres espions pour espionner ceux de Napoléon, neutralisant ainsi toute action que celui-ci aurait pu entreprendre contre lui. Dans le cas de la rencontre de Bâle, il retourna même la situation. Sachant que Napoléon avait envoyé un agent double, il s'arrangea pour lui faire croire que lui-même l'était et qu'il était loyal. C'est grâce à des jeux de miroir que Fouché assit un pouvoir florissant dans une période de grands troubles.
Pendant la Révolution, il fut un jacobin radical. Après la Terreur, un républicain modéré, et, sous Napoléon, un fervent soutien du régime. Napoléon l'anoblit et le fit duc d'Otrante. Puisque l'arme de Napoléon était de dénicher ce que les gens avaient à cacher, Fouché s'arrangea pour faire de même avec Napoléon, comme avec tout le monde. Cela lui permit ainsi de devancer les plans et désirs de l'empereur et de les lui servir avant même qu'il les ait formulés. Couvrant ses actions par la stratégie du miroir, Fouché put également se montrer offensif sans être jamais pris sur le fait. C'est tout l'intérêt d'imiter les personnes qui vous entourent. D'abord, vous donnez aux gens l'impression que vous partagez leurs pensées et leurs buts. Ensuite, s'ils vous soupçonnent d'avoir des motivations personnelles, le miroir vous abrite, les empêchant de deviner votre stratégie. Au pire, cela les met en rage et les déstabilise. En jouant double, vous sapez leur colère, devancez leurs initiatives. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Vous avez aussi le moyen de choisir quand et comment les déstabiliser. Autre levier essentiel du pouvoir. Le miroir vous permet en outre de ne pas vous casser la tête. Il suffit de vous faire l'écho des actions de l'autre, et cela vous laisse le temps de développer votre propre stratégie. Effet de miroir, exemple 2. Dès le début de sa carrière, Alcibiade, 450-404 avant Jésus-Christ, général et ambitieux homme d'État athénien, façonna l'arme formidable qui devint la source de son pouvoir. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il cherchait à deviner ses humeurs et ses goûts, puis adaptait soigneusement ses propos et ses actions afin de répondre au vœu le plus intime de son interlocuteur, comme si son plus cher désir était de lui ressembler ou de l'aider à réaliser ses souhaits. Rares étaient ceux qui résistaient à ses flatteries. Le premier homme à tomber sous son charme fut le philosophe Socrate. Alcibiade représentait pourtant l'exact opposé de l'idéal socratique de simplicité et de droiture. Il menait une vie de débauche, dénuée de toute moralité. Pourtant, lorsqu'il rencontra Socrate, Alcibiade imita la sobriété de son aîné, mangeant simplement et l'accompagnant pour de longues promenades, lors desquelles il ne parlait que philosophie et vertu. Socrate n'était pas complètement dupe. Il connaissait l'autre vie d'Alcibiade, mais cela ne fit que le rendre plus vulnérable à une logique qui le flattait. « Ma seule présence, se disait-il, suffit à soumettre cet homme à une influence vertueuse. Je suis le seul à avoir ce pouvoir sur lui. » Socrate devint ainsi l'admirateur le plus fervent d'Alcibiade, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver celle du jeune homme lors d'une bataille. Les Athéniens considéraient Alcibiade comme leur plus grand orateur, car il avait le singulier talent de savoir s'adapter aux aspirations de son public, exprimer leurs plus intimes désirs. Alcibiade prêchait ardemment en faveur de l'invasion de la Sicile, qui, selon lui, apporterait une grande richesse à Athènes, et à lui-même une immense gloire. Ses discours verbalisaient la soif qu'avaient les jeunes Athéniens de conquérir de nouvelles terres, plutôt que de vivre sur les victoires de leurs ancêtres. Mais il flattait aussi la nostalgie des anciens pour l'époque glorieuse où Athènes avait dressé les Grecs contre les Perses afin de bâtir un empire. Toute la cité finit par rêver de conquérir la Sicile. Le plan d'Alcibiade fut approuvé et il fut élu au nombre des chefs de l'expédition. Mais juste avant son départ, certains Athéniens l'accusèrent de complicité dans une affaire de sacrilège. Il aurait mutilé des statues sacrées et profané les mystères d'Éleusis. Alcibiade savait que ses ennemis parviendraient à le faire exécuter s'il se rendait au procès. À la dernière minute, il déserta la flotte athénienne et rejoignit l'ennemi juré d'Athènes, Sparte. Les Spartiates accueillirent ce grand homme dans leur cité, mais ils le connaissaient de réputation et se méfiaient de lui. Alcibiade aimait le luxe. Les Spartiates étaient des guerriers austères. Ils craignaient qu'Alcibiade ne corrompe leur jeunesse. Mais à leur grand soulagement,
l'Alcibiade qui arriva à Sparte n'était pas celui qu'ils attendaient. Comme eux, il gardait les cheveux en broussailles, se lavait à l'eau froide, se nourrissait de pain noir et de brouet, et portait des vêtements simples. Les Spartiates crurent qu'il estimait leur mode de vie supérieur à celui d'Athènes. Mieux encore, puisqu'il avait choisi de devenir Spartiate à défaut de l'être de naissance, il méritait plus d'honneur que quiconque. Ils succombèrent à son charme et lui confièrent de grandes responsabilités. Malheureusement, Alcibiade ne savait guère contenir ses talents de charmeur. Il parvint à séduire l'épouse du roi de Sparte qui se retrouva enceinte. Lorsque tout le monde l'apprit, il dut s'enfuir une fois de plus. Cette fois, Alcibiade se réfugia en Perse et passa brutalement de l'austérité spartiate à un luxe de satrape. C'était bien sûr immensément flatteur pour les Perses de voir un Grec de la stature d'Alcibiade préférer leur culture à la sienne. Ils le comblèrent d'honneur, de terre et de pouvoir. Une fois séduits par le miroir, ils ne purent distinguer que derrière cet écran, Alcibiade jouait double jeu. Il aidait en secret les Athéniens dans leur guerre contre Sparte pour regagner la grâce de la cité dans laquelle il cherchait désespérément à retourner et qu'il accueillit à bras ouverts à son retour en 407 avant Jésus-Christ. Interprétation. Très tôt dans sa carrière politique, Alcibiade avait fait un constat qui changea toute son approche du pouvoir. Il avait une personnalité forte, chatoyante, mais lorsqu'il défendait âprement ses idées, pour les quelques-uns qu'il avait convaincus, il s'en était aliéné le double. Pour gagner de l'ascendant sur les foules, avait-il fini par penser, il ne s'agit pas d'imposer ses couleurs, mais d'absorber celles des autres, comme un caméléon. Une fois que les gens sont tombés dans le piège, ils ne remarquent même pas s'ils sont trahis. Comprenez bien. Chacun est enfermé dans la coquille de son propre narcissisme. Lorsque vous cherchez à imposer votre ego, vous vous trouvez face à un mur, et vous ne faites qu'augmenter la résistance qui vous est opposée. Tandis qu'en imitant vos interlocuteurs, vous les séduisez par une sorte d'enchantement narcissique. Ils admirent en vous le double de leur âme. Ce double est en fait votre pure fabrication. Une fois que vous vous êtes servi de ce miroir pour les séduire, vous les tenez sous votre coupe. Il faut toutefois noter les dangers d'un trop grand usage du miroir. En présence d'Alcibiade, les gens avaient l'impression de doubler de stature. Mais lui parti, ils se retrouvaient vides et diminués. En outre, lorsqu'ils le virent en mimer d'autres aussi exactement qu'eux-mêmes, ils se sentirent non seulement diminués, mais trahis. Son utilisation à outrance de l'effet de miroir donna à tous le sentiment d'avoir été exploités. C'est pourquoi Alcibiade en fut réduit à fuir d'un lieu à l'autre. Finalement, il se mit les Spartiates à dos à tel point qu'ils le firent assassiner. Il était allé trop loin. Le miroir du séducteur doit être utilisé avec prudence. Effet de miroir. Exemple 3. En 1652, la baronne Mancini, veuve depuis peu, déménagea avec sa famille de Rome à Paris, où elle pouvait compter sur l'influence et la protection de son frère, le cardinal Mazarin, Premier ministre de la France. Parmi les 5 filles de la baronne, 4 émerveillèrent la cour par leur beauté et leur esprit. Ces nièces du cardinal Mazarin, scandaleusement séduisantes, furent baptisées les Mazarinettes. Elles furent bientôt de toutes les réceptions importantes à la cour. La 5e, Marie Mancini, ne partageait pas cette chance. Elle n'avait ni la beauté ni la grâce de ses sœurs, qui, avec leur mère et même le cardinal, finirent par la mépriser, car ils avaient le sentiment qu'elle ternissait l'image de la famille. Ils voulurent la faire entrer au couvent, où elle serait moins gênante, mais elle refusa. Elle s'appliqua au contraire à étudier le latin, le français et le grec, et à cultiver ses talents musicaux. Les rares fois où sa famille la laissait venir à la cour, elle apprit à écouter, jaugeant les personnes, leurs faiblesses et leurs désirs cachés. Lorsqu'elle rencontra enfin le futur roi Louis XIV en 1657, il avait 17 ans, elle 18,
elle décida que pour humilier sa famille et son oncle, il fallait qu'elle trouve le moyen de rendre le jeune homme amoureux d'elle. Cela semblait une tâche totalement impossible pour une jeune fille aussi quelconque, mais Marie étudia de près le futur roi. Elle remarqua que la frivolité de ses sœurs ne lui plaisait guère. Elle sentit qu'il avait en horreur les machinations et les intrigues mesquines qui se tramaient autour de lui. Elle comprit qu'il était d'un naturel romantique. Il lisait des romans d'aventure, insistait pour marcher à la tête de ses armées, avait de grands idéaux et une passion pour la gloire. La cour ne nourrissait pas ses rêves. C'était un monde banal, superficiel, qui l'ennuyait. La clé du cœur de Louis, conclut Marie, était de construire un miroir reflétant ses rêves et ses aspirations juvéniles à la gloire et à l'amour sublime. Pour commencer, elle se plongea dans les romans, les poèmes et les pièces dont elle savait que le jeune roi était friand. Et lorsque Louis engagea la conversation avec elle, il s'émerveilla de l'entendre parler des choses qui l'émouvaient lui-même. Non pas de tels modes ou de tels ragots, mais de l'amour courtois, des hauts faits des grands chevaliers, de la noblesse des rois et héros d'antan. Elle assouvissait sa soif de gloire en lui renvoyant l'image du roi Auguste, supérieur, qu'il aspirait à devenir. Elle mettait son imagination en ébullition. Le futur roi Soleil passa de plus en plus de temps avec Marie. Il devint clair qu'il était tombé amoureux de la jeune femme que personne ne regardait à la cour. Aux grandes dames de ses sœurs et de sa mère, il couvrit Marie Mancini d'attention. Il l'emmena avec lui lors de ses campagnes militaires, s'attachant à la placer là d'où elle pourrait le voir marcher à la bataille. Il promit même à Marie de l'épouser et de la faire reine. Toutefois, Mazarin n'aurait jamais autorisé le mariage du roi avec sa nièce, une femme qui n'apporterait à la France ni alliance diplomatique, ni lien de sang royal. Louis était promis à une princesse d'Espagne ou d'Autriche. En 1658, Louis céda à la pression et accepta de briser son premier amour. Il le fit avec énormément de regrets. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il reconnut qu'il n'avait jamais aimé personne comme Marie Mancini. Interprétation. Marie Mancini avait joué à la perfection le jeu de la séductrice. D'abord, elle prit le temps d'étudier sa proie. La séduction échoue souvent après le premier pas parce qu'elle est trop agressive. Le mouvement suivant doit être un pas de recul. En étudiant le roi à distance, Marie vit ce qui le distinguait des autres. Ses grands idéaux, sa nature romantique et son dédain aristocratique des mesquineries politiques. L'étape suivante fut pour Marie de se faire le miroir de ses aspirations cachées de Louis, lui laissant entrevoir le roi qu'il pouvait lui-même devenir, un demi-dieu. Ce miroir eut divers usages. Il satisfaisait l'amour-propre de Louis XIV en lui offrant son double. D'autre part, centré sur le roi, il lui donnait l'impression que Marie n'existait que pour lui. Cerné par des bataillons de courtisans arrivistes n'ayant en tête que leurs seuls intérêts, Louis fut forcément touché par le dévouement de la jeune femme. Enfin, il présentait au roi un idéal qui devint son objectif, la tradition chevaleresque médiévale. Pour une âme à la fois romanesque et ambitieuse, rien ne pouvait être plus séduisant qu'une image idéalisée. En effet, c'est bien Marie Mancini qui créa l'image radieuse du roi Soleil. Plus tard, Louis XIV lui-même reconnut la part importante qu'elle avait jouée. C'est là le pouvoir du miroir de séducteur. En reflétant les goûts et les idéaux de votre cible, il démontre l'attention que vous portez à sa personnalité, une attention plus charmante que les flatteries de n'importe quelle cour. Découvrez ce qui rend cette personne unique, puis fabriquez votre miroir et présentez-le lui. Nourrissez généreusement ses rêves de puissance et de grandeur en reflétant ses idéaux, et elle vous sera tout acquise. Effet de miroir, exemple 4. En 1538, à la mort de sa mère Hélène,
le futur tsar Ivan IV, dit Ivan le Terrible, alors âgé de 8 ans, devint totalement orphelin. Les 5 années suivantes, il fut non seulement témoin de la terreur que semaient les boyards, la classe des nobles de haut rang, mais victime de leur dérision. Pour se moquer du jeune Ivan, il lui mettait une couronne sur la tête, un sceptre en main, et le faisait s'asseoir sur le trône. Il était leur jouet. Lorsqu'Ivan eut 13 ans, dans un geste de bravoure, il fit assassiner le plus puissant des boyards et devint tsar. Au cours des décennies suivantes, il lutta pour faire plier leur pouvoir, mais ils continuèrent à le défier. En 1575, ses efforts pour transformer la Russie et éliminer ses ennemis l'avaient épuisé. Ses sujets se plaignaient amèrement de ses guerres incessantes, de sa police secrète et de l'oppression des boyards invaincus. Ses propres ministres commençaient à discuter ses ordres. Il en eut finalement assez. En 1564, déjà, il avait temporairement abandonné le trône, forçant ses sujets à le rappeler au pouvoir. Il poussa cette stratégie à son point extrême, il abdiqua. Ivan nomma alors comme successeur l'un de ses généraux, Simeon Bekbulatovitch, et le mit sur le trône. Mais bien que récemment converti au christianisme, Siméon était né tartare. Son couronnement fut ressenti comme une insulte par les Russes, qui regardaient les Tartares comme des infidèles inférieurs à eux. Pourtant, Ivan IV exigea de tous les Russes, boyards compris, qu'ils fassent allégeance à leur nouveau monarque. Et tandis que Siméon s'installait au Kremlin, Ivan se retira dans une simple demeure en périphérie de Moscou, venant parfois au palais s'incliner devant le tsar et s'asseoir au milieu des autres boyards pour plaider quelque humble cause et courtiser les faveurs de Siméon. Il devint clair peu à peu que Siméon était une sorte de double du roi. Il s'habillait comme Ivan, agissait comme Ivan, mais n'avait guère de pouvoir réel, puisque personne ne lui obéissait vraiment. Les boyards suffisamment âgés pour se souvenir d'avoir ridiculisé le petit Ivan, en le plaçant pour rire sur le trône, comprirent l'allusion. Ils avaient traité Ivan en dérisoire prétendant à la royauté, il leur renvoyait l'appareil en plaçant lui-même au pouvoir un souverain fantoche. Pendant 2 longues années, Ivan tint le miroir de Siméon face au peuple russe. Le miroir disait « Vos pleurnicheries et votre désobéissance ont fait de moi un tsar sans réel pouvoir. Je vous donne donc un tsar sans réel pouvoir. Vous m'avez manqué de respect, je vous manque de respect et fais de la Russie la risée du monde. » En 1577, au nom du peuple russe, les boyards, rappelés à l'ordre, supplièrent une nouvelle fois Ivan de revenir sur le trône, ce qu'il fit. Il régna jusqu'à sa mort, en 1584. Quant aux conspirations, plaintes et machinations, elles avaient disparu avec Siméon. Interprétation. En 1564, après avoir fait mine d'abdiquer, Ivan avait obtenu les pleins pouvoirs. Mais ces pouvoirs avaient été progressivement érodés par divers éléments de la société. Les boyards, l'Église, le gouvernement. Les guerres avaient épuisé le pays, les querelles intestines s'étaient intensifiées, et les tentatives d'Ivan pour réagir avaient été reçues avec mépris. La Russie était devenue une sorte de turbulente salle de classe dans laquelle les élèves riaient ouvertement du professeur. S'il élevait la voix et osait se plaindre, il n'obtenait qu'un lever de bouclier. Il devait leur donner une leçon, leur faire goûter leur propre supplice. Il usa de Simeon Bekbulatovitch comme d'un miroir adéquat. Après 2 ans au cours desquels le trône fut l'objet de ridicule et de dégoût, le peuple russe avait compris. Il voulut retrouver un vrai tsar, lui redonner toute sa dignité et le respect qu'une telle position doit inspirer. Pour le reste de son règne, Ivan et la Russie firent de nouveau bon ménage. Comprenez bien. Les gens sont enfermés dans leurs propres expériences. Lorsque vous vous plaignez de leur cynisme, peut-être ont-ils l'air de comprendre, mais au fond cela ne les touche guère, cela les rend peut-être même plus coriaces.
En matière de pouvoir, le but est toujours d'affaiblir la résistance que les gens vous opposent. Pour cela, il faut avoir recours à des astuces. L'une d'elles est de leur donner une leçon. Au lieu de sermonner les gens, créez une sorte de miroir de leur attitude. Vous les mettrez devant une alternative, vous ignorer ou se remettre en question. Et même s'ils vous ignorent, vous aurez fait germer dans leur inconscient une graine qui finira par prendre racine. N'ayez pas peur de les caricaturer ou d'exagérer, comme Ivan le fit en mettant un tartare sur le trône. C'est ce qui leur ouvrira les yeux et leur fera toucher du doigt le ridicule de leur comportement. Effet de miroir, exemple 5. Le psychiatre Milton H. Erickson, pionnier de la psychothérapie stratégique, agissait beaucoup sur ses patients de façon indirecte, par effet de miroir. En construisant une analogie qui leur fasse entrevoir la réalité, il surmontait leur résistance au changement. Face à des couples mariés qui se plaignaient de problèmes sexuels, par exemple, il avait souvent constaté que la tradition psychothérapeutique de confrontation directe ne faisait que renforcer les défenses et aggraver les dissensions. Il choisissait donc d'attirer l'attention des conjoints sur un autre sujet, souvent banal, pouvant présenter une analogie avec leur conflit sexuel. Au cours de sa première séance, un de ces couples discutait ainsi de ses habitudes alimentaires, notamment au dîner. Elle préférait une approche détendue, un apéritif, quelques hors-d'œuvre, puis un plat principal léger, tout cela en douceur, à un rythme tranquille. Cela énervait son mari. Il voulait manger rapidement, aller directement au plat principal, et plus il y en avait, mieux c'était. Au fil de la conversation, le couple commença à entrevoir quelque analogie avec ses problèmes au lit. Toutefois, quand ils eurent fait le lien, le docteur Erickson changea de sujet, évitant prudemment une discussion sur le problème de fond. Ses patients pensaient tous les deux que le thérapeute cherchait simplement à mieux les connaître et qu'il allait discuter du vrai problème lors de la séance suivante. Mais dès la fin de la première séance, le docteur Erickson leur recommanda de s'organiser dans quelques jours un dîner qui comblerait les désirs de l'un et de l'autre. Madame aurait un repas tranquille, prenant le temps de savourer, et monsieur aurait le repas pantagruélique dont il rêvait. Sans même réaliser qu'ils agissaient sous l'habile suggestion du médecin, ces patients mettraient en scène le miroir de leurs problèmes et s'en feraient les acteurs. Ce subterfuge leur permettrait de le résoudre eux-mêmes et d'achever la soirée exactement comme le docteur l'espérait, en améliorant au lit ce qui avait été amélioré à table. Lorsqu'ils travaillaient sur des cas plus graves, tels celui des schizophrènes qui se construisent un monde miroir imaginaire, le docteur Erickson essayait toujours de pénétrer dans ce monde et d'y travailler. C'est ainsi qu'il traita un patient hospitalisé qui se prenait pour Jésus-Christ. Habillé de drap, il parlait par vagues paraboles et infligeait à tout l'établissement des sermons passionnés. Ni les thérapies, ni les médicaments n'avaient fait effet, jusqu'au jour où le docteur Erickson alla voir le jeune homme et lui dit « J'ai cru comprendre que vous aviez des connaissances en menuiserie. » Étant le Christ, le patient dut répondre qu'effectivement c'était le cas. Erickson le chargea immédiatement de confectionner des étagères et autres objets utiles, en échange de quoi il pourrait se vêtir comme il voudrait. Au cours des semaines qui suivirent, l'homme se montra de moins en moins occupé par ses fantaisies mystiques et de plus en plus concentré sur son ouvrage. Le travail du bois était devenu une priorité dans son esprit, lui permettant de fonctionner en société. Interprétation. La communication est fondée sur des métaphores et des symboles qui sont les fondements du langage. Une métaphore est une sorte de miroir du concret et du réel, souvent plus clair et plus vrai qu'une description littérale. Or, lorsque vous êtes confronté à la volonté intraitable d'autres personnes, une communication explicite ne fait généralement qu'augmenter leur résistance. Cela apparaît clairement si vous vous plaignez du comportement d'autrui, notamment sur des sujets sensibles comme la façon de faire l'amour. Le résultat sera bien plus durable si, comme le docteur Erickson,
Vous procédez par analogie à l'aide d'un miroir symbolique de la situation, qui servira de guide. Le Christ lui-même l'avait compris. Les paraboles sont un excellent moyen d'enseigner, car elles permettent à l'auditeur de comprendre par lui-même. Lorsque vous avez affaire à des personnes perdues dans le reflet de mondes imaginaires, et tous ne sont pas en hôpital psychiatrique, il s'en faut, n'essayez jamais de les faire entrer de force dans votre réalité en faisant voler leurs miroirs en éclats. Au contraire, entrez dans leur monde et vivez-y selon leurs règles, et vous les guiderez en douceur jusqu'à l'autre côté de ces miroirs. Effet de miroir, exemple 6. Le grand maître de thé japonais du XVIe siècle, Takeno Shō, passait un jour devant une maison lorsqu'il remarqua un jeune homme arrosant ses fleurs près de son portail. Deux choses retinrent l'attention de Shō. La grâce avec laquelle le jeune homme accomplissait cette corvée banale et la stupéfiante beauté des hibiscus qui poussaient dans le jardin. Il s'arrêta et se présenta au jeune homme, qui s'appelait Sen-no Rikyu. Shō aurait bien aimé rester, mais il avait rendez-vous et devait se hâter. Toutefois, avant même qu'il ne prît congé, Rikyu l'invita à prendre le thé avec lui le lendemain matin. Shō, ravi, accepta. Lorsque Shō ouvrit le portail le lendemain, il fut horrifié. Il ne restait pas une fleur dans le jardin. Or, il était surtout venu admirer les hibiscus en fleurs, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire la veille. Déçu, il fit demi-tour, puis se ravisa, et décida d'aller jusqu'à la salle de thé de Sen-no Rikyu. À peine entré, il s'arrêta net, stupéfait. Devant lui pendait du plafond une jardinière, et dedans un seul hibiscus, le plus beau du jardin. Sen-no Rikyu avait en quelque sorte lu dans ses pensées, et par ce seul geste éloquent, démontrait l'harmonie parfaite qui régnait ce jour-là entre l'hôte et son invité. Sen-no Rikyu devint bientôt le maître de thé le plus célèbre. Son inégalable talent était son incroyable capacité à épouser la pensée de ses invités, à anticiper leurs désirs, à les enchanter en s'adaptant à leur goût. Un jour, Rikyu fut invité par Yamashina Echigoan, adepte de la cérémonie du thé, mais doté d'un inhabituel sens de l'humour. À son arrivée, Rikyu trouva le portail d'Echigoan fermé. À la recherche de son hôte, il l'ouvrit. De l'autre côté du portail, il vit que l'on avait creusé un fossé soigneusement recouvert de feuillage et de terre. Comprenant qu'Echigoan lui faisait une farce, il s'avança résolument et tomba dans le fossé, où il se couvrit de boue. Echigoan, mimant une surprise horrifiée, sortit en courant et proposa à son invité un bain qui, pour d'inexplicables raisons, était déjà prêt. Après le bain, Rikyu rejoignit Echigoan pour la cérémonie du thé. Ce fut un moment très agréable pour l'un comme pour l'autre, et ils rirent de l'incident. Plus tard, Sen-no Rikyu expliqua à un ami qu'il était au courant du goût qu'avait Echigoan pour la plaisanterie, mais que, comme il faut toujours se conformer aux désirs de son hôte, il s'était obligeamment jeté dans sa chausse trappe pour s'assurer qu'il serait satisfait. « Venir pour le thé n'est jamais pure obséquiosité, » ajouta-t-il. « Il faut que l'hôte et l'invité soient en harmonie l'un avec l'autre. » La vue du très digne Sen-no Rikyu au fond d'un fossé avait beaucoup amusé Echigoan, mais Rikyu s'était lui-même fait plaisir en le laissant rire à ses dépens. Interprétation. Sen-no Rikyu n'était ni magicien ni prophète. Il observait son entourage, sondait les gestes subtils qui révèlent les désirs cachés, puis produisait l'image de ce désir. Même si Shō n'avait pas formulé son émerveillement devant les hibiscus, Rikyu l'avait lu dans ses yeux. Si, pour se conformer au désir de quelqu'un, il faut tomber dans un fossé, soit. Le pouvoir de Rikyu résidait dans son usage habile du miroir du courtisan, qui lui donnait le don de lire dans les yeux de ses interlocuteurs. Apprenez à manipuler le miroir du courtisan.
Il peut vous donner beaucoup de pouvoir. Étudiez les regards des gens, suivez leurs mouvements, baromètre plus sûr de la joie et de la tristesse que n'importe quelle parole. Remarquez les détails et retenez-les. Leurs vêtements, le choix de leurs amis, leurs habitudes quotidiennes, leurs réactions spontanées. Ces détails vous révéleront des désirs secrets et rarement exprimés. Faites le lien entre tous ces éléments, découvrez ce qui se cache sous la surface, puis faites-vous le miroir de leur moi inexprimé. C'est la clé du pouvoir. L'autre n'a pas cherché votre considération, n'a pas parlé de son amour des hibiscus, mais lorsque vous le lui donnez, son plaisir est d'autant plus grand qu'il n'avait rien demandé. Souvenez-vous, la communication au-delà des mots, les compliments indirects sont d'une puissance souveraine. Personne ne résiste au charme du miroir du courtisan. Effet de miroir, exemple 7. Yellow Kid Vile, cet extraordinaire escroc, se servait du miroir trompeur pour ses plus brillantes arnaques. La plus audacieuse fut la création d'une fausse banque à Muncie, dans l'Indiana. Vile apprit un jour que la Merchants Bank de Muncie déménageait, et il vit là une opportunité qu'il ne pouvait laisser passer. Il loua les locaux de la Merchants, encore aménagés avec guichets et tout le reste. Il acheta des sacs, y marqua au pochoir un nom de banque fictif, les remplit avec des jetons en métal, et les aligna en rangées impressionnantes derrière les guichets, ainsi que des liasses de billets. En fait, de vrais billets cachant des piles de papier journal de la même taille. Pour jouer le rôle des caissiers et des clients, Vile embaucha des joueurs, des bookmakers, des filles de joie et toutes sortes de malfrats, même un voyou du quartier comme agent de la sécurité. Vile fit savoir qu'il plaçait les contrats d'assurance vie de cet établissement. Il prospectait pour harponner les gros poissons. Il amenait sa victime à la banque et demandait à voir le président. Un employé leur proposait d'attendre, ce qui ne faisait que renforcer l'impression de réalité. Un président de banque vous fait toujours attendre à un rendez-vous. Pendant ce temps, l'établissement bourdonnait d'activité. Les figurants entraient et sortaient, faisaient des dépôts et des retraits, saluaient le gardien. Dupé par cette copie conforme de la réalité, le pigeon déposait 50 000 $ dans la fausse banque sans la moindre inquiétude. Au fil des ans, Vile reproduisit la même comédie avec un yacht club désaffecté, un bureau de courtage déserté, une agence immobilière qui avait déménagé et un faux casino, plus vrai que nature. Interprétation. La reconstitution du réel offre des perspectives de tromperie immenses. Le bon uniforme, l'accent parfait, le décor adéquat, l'illusion est totale car l'image se confond avec la réalité. Les gens en ont l'intense désir, ils ont besoin d'y croire. Et leur premier instinct est de prendre une façade de carton-pâte pour un véritable building. Après tout, on ne peut vivre en doutant de la véracité de tout ce que l'on voit. Ce serait épuisant. Les apparences ne sont jamais mises en doute. La crédulité est le propre de l'homme. À ce jeu particulier, ce sont les premiers instants qui comptent le plus. Si les soupçons de votre victime ne sont pas éveillés par ce qu'il aperçoit dans le miroir, ils resteront en veilleuse. Une fois entré dans votre galerie des glaces, il devient incapable de distinguer le faux du vrai et le duper sera un jeu d'enfant. Souvenez-vous, étudiez la surface des choses et apprenez à la reproduire dans vos habitudes, vos manières, vos vêtements. Telle une fleur carnivore, vous serez une plante parmi d'autres pour les insectes insouciants. Image, le bouclier de Persée. Il est poli au point d'être un miroir. Méduse ne peut vous voir, elle n'aperçoit que le reflet de sa propre laideur. À l'abri derrière, vous avez le pouvoir de tromper, de vous moquer, de mettre en rage. D'un seul coup d'un seul, vous trancherez la tête sans méfiance de Méduse. Autorité. Le nœud des opérations militaires dépend de votre faculté de faire semblant de vous conformer aux désirs de votre ennemi.
Il y aura des occasions où vous vous abaisserez, et d'autres où vous affecterez d'avoir peur. Vous feindrez quelquefois d'être faible, afin que vos ennemis, ouvrant la porte à la présomption et à l'orgueil, viennent ou vous attaquer mal à propos, ou se laissent surprendre eux-mêmes et tailler en pièces honteusement. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ, L'art de la guerre, traduit par Père Joseph-Marie Amiot, jésuite. Attention aux situations reflets. Les miroirs donnent beaucoup de pouvoir, mais sont aussi de dangereux écueils. C'est notamment le cas des situations reflets. Il s'agit de répliques de situations antérieures, exactes ou approximatives. Il arrive que vous vous retrouviez catapulté dans ce type de reflet sans comprendre tout à fait ce qui vous arrive, tandis que votre entourage, lui, y reconnaît la situation antérieure et se livre à une comparaison. La plupart du temps, c'est à votre détriment. Soit vous apparaissez plus faible que le protagoniste de l'événement d'origine, soit vous pâtissez des souvenirs désagréables qu'il a laissés. En 1864, le compositeur Richard Wagner s'installa à Munich sur l'ordre de Louis II de Bavière. Louis était l'admirateur le plus fervent et le mécène le plus généreux de Wagner. La force que lui apportait ce soutien monta à la tête du musicien, qui, une fois établi à Munich sous la protection du roi, se crut tout permis. Wagner s'installa dans une luxueuse demeure que le roi lui avait offerte. Cette maison était située à 2 pas de l'ancienne maison de Lola Montez, la fameuse courtisane qui avait causé la destitution du grand-père de Louis II. Prévenu qu'une telle proximité pourrait lui être préjudiciable, Wagner en rit. « Je ne suis pas Lola Montez », plaisanta-t-il. Pourtant, bientôt les citoyens de Munich remarquèrent les faveurs et l'argent qui pleuvaient sur Wagner et le surnommèrent la seconde Lola, ou Lolotte. Inconsciemment, Wagner marchait dans les traces de Lola, jetant l'argent par les fenêtres, se mêlant de problèmes étrangers à la musique, s'essayant à la politique et conseillant le roi dans les affaires du gouvernement. Quant à l'affection qu'avait Louis II pour Wagner, elle apparaissait comme trop passionnelle, indigne d'un roi, exactement comme l'amour qu'avait eu son grand-père pour Lola Montez. Finalement, les ministres de Louis II lui écrivirent une lettre. « Votre Majesté se tient maintenant à la croisée des chemins. Il vous faut choisir entre l'amour et le respect de votre fidèle peuple et l'amitié de Richard Wagner. » En décembre 1865, Louis demanda poliment à son ami de partir et de ne jamais revenir. Wagner, sans le vouloir, s'était placé dans le reflet de Lola Montez. Tous ses faits et gestes rappelaient malgré lui au digne Bavarois les souvenirs de cette femme détestée. Évitez ce genre d'association comme la peste. Dans une situation réplique, vous n'avez que peu de contrôle, voire aucun, sur les miroitements du passé et les idées qui sont projetées sur vous. Or, toute situation incontrôlable est dangereuse. Même si la source du reflet est une image positive, vous ne semblerez pas à la hauteur, car le passé a toujours plus de lustre que le présent. Faites tout pour rejeter cette image et chasser ce reflet.